Vivre dans votre propre esprit, c'est comme habiter une maison que vous n'avez pas construite. Chaque pensée, chaque règle, chaque « tu devrais » a été placée là par quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous parcourez ces couloirs comme s'ils étaient les vôtres. Vous vous êtes habitué au bruit, au désordre, aux fissures, tellement que vous ne les remarquez plus. Et c'est là que le véritable problème commence. Vous confondez la domestication avec l'identité. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes programmé. Programmé pour réagir, pas pour choisir, pour souffrir, pas pour questionner, pour vivre vite, mais ressentir peu. Le monde veut que vous restiez distrait, épuisé, docile. Il veut que vous continuiez à répéter la même vie qui vous éteint pendant que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et voici la vérité sans phare. Oui, vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Cette vidéo existe pour vous secouer, pour que vous ouvriez les yeux sans adoucissant ni beau discours. Ici, vous ne trouverez pas de motivation vide. Vous trouverez la conscience. Vous trouverez la responsabilité. Vous trouverez un miroir devant lequel vous ne pourrez pas vous mentir. Nous allons démonter la version de vous créée par la douleur, par la peur, par le bruit mental qui vous répète que vous ne pouvez pas. Nous allons briser la dépendance émotionnelle à la souffrance, la cage du potentiel inutilisé, le piège d'attendre la permission de vivre. Nous allons affronter cette vie non vécue que vous avez évitée pendant des années. Parce que se réveiller n'est pas romantique. Se réveiller fait mal, mais rester endormi fait plus mal. Le stoïcisme sera votre outil, non pas comme théorie, mais comme pratique quotidienne. Clarté, action, vertu et présence. Vous allez apprendre à être la conscience, pas le narrateur. À reprendre le contrôle dès les premières secondes de votre journée. À vivre comme quelqu'un qui s'appartient, pas comme quelqu'un traîné par son passé. Ici commence votre vie consciente. Direct, sans excuse. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi tout ce que vous pensiez être n'était que la version minimale de vous. 1. Retrouve ton rythme naturel. Imagine un lion élevé toute sa vie dans un zoo. Il mange à l'heure qu'on lui dit, dort quand l'environnement le lui permet, marche dans un espace qu'il n'a pas choisi et regarde un horizon qu'il ne peut jamais toucher. Avec le temps, il oublie qui il est. Il cesse de rugir, de chasser, d'écouter son propre instinct. Il n'est pas malade ni faible. Il est simplement déconnecté de sa véritable nature. C'est exactement ce qui t'arrive lorsque tu vis selon un rythme qui n'est pas le tien. Le monde moderne t'a transformé en un animal domestiqué et t'a convaincu que se sentir perdu est normal. Retrouver ton rythme naturel n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence. C'est comprendre que ton corps et ton esprit n'ont pas été conçus pour la vitesse absurde à laquelle tu vis. La technologie exige de toi l'immédiateté. Les réseaux sociaux te poussent à te comparer. Les gens te pressent pour répondre à des attentes qui ne sont même pas les tiennes, et toi, sans t'en rendre compte, tu commences chaque jour à courir après une vie qui ne suit jamais ton rythme interne. Le résultat est simple et brutal. Tu te déconnectes de toi-même et tu confonds ce vide avec l'échec. La philosophie stoïcienne te parle justement du contraire. Tu n'es pas libre quand tu cours. Tu es libre quand tu sais agir depuis ton propre centre. Les stoïciens ne cherchaient pas à être plus rapides ou plus occupés. Ils cherchaient à être en harmonie avec leur nature. Pour eux, la véritable force commence lorsque tu maîtrises ton rythme et que tu ne laisses pas le monde le dicter pour toi. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car retrouver ton rythme implique de renoncer à quelque chose que la société t'a appris à idolâtrer. L'urgence fausse. Ton rythme naturel apparaît lorsque tu recommences à t'écouter. Lorsque tu cesses d'accepter que ta première pensée du jour soit l'anxiété ou la culpabilité. Lorsque tu ne te jettes pas directement sur ton téléphone pour consommer du bruit étranger. Lorsque tu respires, observes et décides qui tu es avant que ton environnement ne décide pour toi. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurobiologie. Ton esprit ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas une direction consciente chaque matin. Se réveiller sans intention est comme donner les clés de ta vie au hasard et espérer qu'il te mène à bon port.
Retrouver ton rythme signifie aussi arrêter de vivre en réagissant. Dès que tu te réveilles, il y a déjà des notifications, des responsabilités, des attentes et du bruit externe qui frappent ton esprit comme une pluie de flèches. C'est pourquoi ta journée se passe en pilote automatique. C'est pourquoi tu tombes dans des schémas qui ne te plaisent même pas. C'est pourquoi tu te sens épuisé même quand tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque d'alignement. Et voici la partie agressive mais réelle. Si tu ne retrouves pas ton rythme, quelqu'un d'autre va utiliser le sien pour gouverner ta vie. L'entreprise, la famille, le partenaire, la société, quiconque a besoin que tu sois psychologiquement disponible. Si tu ne choisis pas ton rythme, d'autres le feront pour toi et tu deviendras une extension de leurs urgences. C'est aussi simple que ça. Quelle est la première étape pour sortir de cette domestication psychologique? T'arrêter, observer, écouter ta respiration, te demander ce dont tu as besoin avant de te demander ce que le monde exige de toi. Choisir un rythme qui te permet de penser au lieu de simplement survivre. Personne ne peut construire une vie consciente à partir d'un corps accéléré et d'un esprit épuisé. Tu dois te reconnecter avec ce que ton propre être te dicte, pas avec ce que l'environnement te programme. Retrouver ton rythme naturel, c'est redevenir le lion qui se souvient de qui il est. C'est arrêter de t'adapter à la cage et commencer à ouvrir de l'espace en toi pour retourner à ta nature. Non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec ta propre force. Lâche l'identité basée sur la douleur. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme s'ils portaient un sac à dos plein de pierres, mais quand tu leur dis de le poser par terre, ils s'y accrochent encore plus fort. Non pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils ne savent plus qui ils seraient sans ce poids. La douleur devient une sorte de nom de famille émotionnelle, une identité déguisée en histoire personnelle. Tu l'as aussi fait. Nous l'avons tous fait. Nous utilisons de vieilles blessures comme si elles étaient des justificatifs pour notre présent. Nous disons que nous sommes ainsi parce qu'on nous a blessés, parce qu'on nous a déçus, parce que nous avons eu de la malchance, parce que la vie a été injuste. La douleur cesse d'être un événement et devient notre nom interne. Le problème est qu'une identité basée sur la douleur ne te protège pas, elle t'enferme. La douleur te fait te sentir spécial pendant un moment, parce qu'elle te donne une histoire à raconter, mais elle te condamne aussi à la répéter. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », sans t'en rendre compte, tu renouvelles un contrat psychologique avec ton passé. C'est comme si tu signais chaque jour que cette blessure a du pouvoir sur toi. Et tant que tu continues à signer, peu importe combien tu veux avancer, tout te ramène au même point de départ. La philosophie stoïcienne a une position agressivement honnête à ce sujet. Pour un stoïcien, la blessure ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta réponse. En d'autres termes, la douleur peut t'expliquer, mais elle ne peut pas te représenter. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils la regardaient en face, ils la reconnaissaient, ils l'acceptaient, mais ils ne permettaient jamais qu'elle devienne une identité, parce qu'ils savaient que la douleur est une visiteuse, pas une propriétaire, et tu as laissé qu'elle devienne propriétaire. La douleur devient une identité quand tu l'utilises comme une boussole, quand chaque décision naît de la blessure, quand tu te comportes à partir de la peur, quand tu réagis à partir de l'insécurité, quand tu interprètes tout à travers le filtre du dommage. Tu finis par vivre une vie conçue par ton passé, pas par ta conscience. Et voici la vérité inconfortable. Cette identité te limite plus que toute personne qui t'a blessé. La douleur devient une addiction parce qu'elle te donne quelque chose de prévisible. Elle te dit « tu es ceci » et tu l'acceptes parce que c'est ce que tu connais. Mais ce qui est connu n'est pas toujours sain. Ce qui est familier n'est pas toujours liberté. Lâche cette identité. Pas de manière romantique ou superficielle, mais de manière consciente et brutalement honnête. Lâche-la en comprenant qu'elle n'est pas une partie essentielle de toi. Lâche-la parce qu'elle te vole ton futur et te maintient petit.
Lâche-la, parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à vivre comme un personnage secondaire d'une histoire passée qui s'est terminée il y a des années. Et lâche aussi le rituel que tu fais avec ta propre souffrance. Ne transforme pas ta blessure en un autel émotionnel. Arrête de la répéter pour justifier tes décisions. Arrête de la projeter sur les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. Arrête de l'utiliser comme une excuse pour ne pas changer. Chaque fois que tu répètes ton traumatisme comme s'il était un mantra, tu le renforces. Tu le rends réel. Tu le maintiens en vie. Et ce n'est pas guérir, c'est perpétuer. Le stoïcisme t'offre une sortie claire. Interprète ta douleur comme une information, pas comme une identité. L'information t'aide à grandir. L'identité t'arrête. L'information te permet d'agir différemment. L'identité t'oblige à répéter. L'information libère. L'identité enchaîne. Ta vie consciente ne peut commencer que lorsque tu comprends ceci. Ta douleur était réelle, mais ce n'est pas ta vérité. C'était une expérience, pas une définition. C'était un chapitre, pas le titre du livre. Tu n'es pas la blessure. 3. Remplace le potentiel par l'action. Un corbeau peut voler des kilomètres, traverser des tempêtes et atteindre n'importe quel point du ciel. Mais s'il passe trop de temps sur la même branche d'un arbre à imaginer son vol, il finit par croire que la branche est son territoire naturel. Il se convainc qu'il peut voler, mais il ne vole jamais. C'est le piège du potentiel. Il te fait te sentir fort sans bouger d'un centimètre. Il te fait croire que tu avances alors que tu restes exactement au même endroit. Le potentiel est confortable, mais c'est aussi un piège. Tu sais que tu pourrais être plus fort, plus discipliné, plus courageux, plus authentique. Tu l'as ressenti de nombreuses fois. Tu as eu des moments de clarté où tu vois exactement qui tu pourrais devenir. Mais ensuite, la vie continue, le bruit t'absorbe, l'esprit automatique reprend le contrôle et ce potentiel devient une fantaisie qui n'existe que dans ta tête. Tu finis par accumuler des rêves comme s'ils étaient des objets stockés dans une pièce où tu n'entres jamais. Cela crée un sentiment de faux pouvoir qui t'intoxique. Tu crois que tu as des possibilités illimitées, alors qu'en réalité, tu es paralysé. La philosophie stoïcienne ne tolère pas cette paralysie. Pour un stoïcien, le potentiel sans action est une faiblesse déguisée en vertu. C'est la preuve que tu ne maîtrises pas encore ta volonté. Les stoïciens enseignaient que l'action imparfaite est toujours supérieure au rêve parfait, parce que le rêve ne change rien, mais l'action te transforme. Ce que tu fais définit qui tu es. Ce que tu imagines ne définit que ce que tu évites. Le potentiel te séduit parce qu'il ne te demande pas de sacrifice. Il ne te demande pas de changer tes habitudes. Il ne t'oblige pas à affronter tes peurs. Il ne te met pas mal à l'aise. C'est comme vivre à l'intérieur d'une carte sans parcourir le terrain. Tout semble possible parce que rien n'est réel. L'action, en revanche, est brutale. Elle te confronte. Elle te demande de choisir. Elle t'oblige à assumer la responsabilité. Elle te dévoile face à ta propre incohérence. C'est pourquoi nous évitons d'agir, parce que l'action révèle la vérité sur nous-mêmes. Mais voici la partie agressive et honnête que tu as besoin d'entendre. Tu n'es pas bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es bloqué parce que tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Tu restes à rêver parce qu'agir impliquerait d'abandonner des histoires qui te protègent. Le potentiel te permet de continuer à croire qu'un jour, tu vas te réveiller, changer, t'améliorer. Ce « un jour » est un mensonge que tu te racontes pour te sentir moins coupable. Et chaque jour qui passe sans action, ce potentiel devient un poids mort. Il ne te pousse pas, il te tire vers le bas. La cage du potentiel te piège parce qu'elle t'offre une identité sans résultat. Elle te fait te sentir comme quelqu'un avec un destin, même si tes actions prouvent le contraire. Et ici, la philosophie stoïcienne est claire. Ton identité est mesurée par tes décisions, pas par tes désirs. La question n'est pas ce que tu pourrais être. La question est ce que tu choisis d'être aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Sortir de ce piège exige du courage. Il exige que tu agisses même quand tu ne te sens pas prêt.
Il exige que tu lâches la fantaisie de la perfection et que tu permettes à l'action d'être maladroite, incomplète, imparfaite. Parce que l'action imparfaite fait bouger le monde. La passivité parfaite l'arrête. L'action crée la clarté. L'action crée la discipline. L'action crée le caractère. Le potentiel ne crée que des excuses. Cette étape est simple mais féroce. Fais quelque chose. Ne le planifie pas. Ne l'analyse pas trop. Ne le remets pas à plus tard. Fais-le. Entraîne-toi. Écris. Coupe les liens toxiques. Range ton espace. Commence ce projet. Change cette habitude. Quoi que ce soit, mais fais-le. Parce que lorsque tu brises l'inertie, tu brises ton identité passée. 4. Donne-toi la permission de ta propre volonté. Un aigle ne demande pas la permission d'ouvrir ses ailes. Il ne demande pas si le vent l'accepte. Il ne consulte pas si le ciel l'approuve. Il n'attend pas de validation de la part d'aucune créature terrestre. Il déploie simplement sa force parce qu'il sait que sa nature est de voler. Toi, par contre, tu as passé trop d'années à demander la permission d'être qui tu es déjà à l'intérieur. Tu as vécu comme si ta vie avait besoin de la signature des autres pour avancer. Et c'est l'un des conditionnements les plus silencieux et dangereux qui existent. L'idée que tu as besoin d'une approbation externe pour bouger, changer, décider ou grandir. Le pire, c'est qu'on ne te l'a pas directement enseigné. Tu l'as absorbé, tu l'as imité. Tu l'as normalisé. Tu as appris à regarder autour de toi avant de regarder à l'intérieur. Tu as appris à attendre le signal des autres pour activer le tien. Tu es devenu quelqu'un qui consulte plus qu'il ne décide. La philosophie stoïcienne a une position complètement opposée. Pour un stoïcien, la volonté est sacrée. C'est le noyau de ta liberté. C'est le point où tu décides si ta vie est gouvernée par toi ou par les attentes des autres. Les stoïciens comprenaient que vivre en attendant la permission est une forme douce d'esclavage psychologique. Parce que si tu as besoin d'approbation pour bouger, tu en auras aussi besoin pour t'arrêter. Et si quelqu'un peut définir quand tu agis, il peut aussi définir qui tu es. Le problème n'est pas que tu cherches l'acceptation. Nous voulons tous, à un certain niveau, nous sentir connectés aux autres. Le vrai problème est lorsque tu conditionnes ta croissance à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas avec intégrité leur propre vie. Tu demandes la permission à ceux qui n'osent pas. Tu demandes l'approbation à ceux qui ne comprennent pas ta vision. Tu attends la validation de personnes qui ne se sont même pas validées elles-mêmes. Et dans ce processus, ta volonté s'éteint. Ce piège psychologique fonctionne ainsi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. Mais tu ne le fais pas parce que tu attends un « c'est bien », un « je te soutiens », un « fais-le », un « c'est ça ». Tu cherches l'autorisation dans les regards, les mots, les attitudes et les signaux qui n'arriveront jamais. Et quand ils n'arrivent pas, tu interprètes le silence comme un rejet. C'est l'erreur. Personne n'a l'obligation de te donner la permission de vivre ta vie. La permission la plus importante est celle que tu te donnes. Et cette permission ne se négocie pas. Elle se déclare, elle se maintient. Quand tu attends l'autorisation, tu perds des années, tu perds des opportunités, tu perds des versions entières de toi qui auraient pu exister. La vie ne s'arrête pas pendant que tu décides de bouger ou non. La vie continue et tu restes en arrière. Récupérer ta volonté, c'est décider que tu ne vas plus repousser ton destin simplement parce que les autres ne comprennent pas ton processus. Les stoïciens savaient que la liberté commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. Ta volonté est le filtre qui définit ta direction. Si tu ne diriges pas ta volonté, quelqu'un d'autre l'absorbera. Deviens le genre de personne qui se donne la permission d'agir même quand personne ne comprend, parce que ce qui te motive n'est pas la validation, mais la clarté de ton but. Te donner la permission est un acte de sincérité. C'est te regarder et te dire « c'est ce que je veux ». C'est ce que je décide, c'est ce que je vais faire. Pas parce que c'est facile, pas parce que tout le monde le soutient, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. Tu te le dois. La vie consciente commence ici, quand ta volonté cesse de demander la permission et commence à marquer la direction. Quand tu n'attends plus de signaux externes, parce que tu comprends que le signal le plus puissant est ta conviction interne. 5.
Honore ta vie non vécue. Un arbre qui n'a jamais poussé laisse toujours l'ombre de ce qu'il aurait pu être. Les branches qui ne sont pas nées, les fruits qu'il n'a pas donnés, les chemins que ses racines n'ont jamais explorés. Tout cela reste là, comme un vide silencieux dans le paysage. Il ne dérange pas, ne fait pas de bruit, mais il existe. Ta vie non vécue fonctionne de la même manière. Elle ne te crie pas dessus, ne te poursuit pas, ne te blâme pas, mais tu la sens. Dans ce qui te dérange sans raison, dans la nostalgie qui apparaît sans prévenir, dans le sentiment qu'il te manque quelque chose que tu ne sais pas nommer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est du deuil. Deuil pour les versions de toi que tu n'as jamais laissées exister. Honorer ta vie non vécue, ce n'est pas rester coincé dans ce qui aurait pu être. C'est avoir le courage de reconnaître qu'il y a eu des rêves que tu as abandonnés, des chemins que tu n'as pas pris, des décisions que tu as évitées, des relations que tu n'as pas affrontées et des opportunités que tu as laissées passer parce que tu ne te sentais pas prêt. Et bien que le monde essaie de te faire croire que ignorer cela est de la maturité, c'est faux. Ignorer ta vie non vécue te détruit de l'intérieur parce qu'elle nie une partie de ton histoire émotionnelle. La vérité est que la douleur ne vient pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu ne t'es jamais permis d'essayer. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de réprimer cette douleur. Elle te demande de l'observer sans la dramatiser, de l'accepter sans en faire une identité, de reconnaître ce que tu as laissé derrière toi avec responsabilité, non avec culpabilité. Un stoïcien comprend que la vie a de multiples bifurcations et que tu ne peux pas toutes les parcourir. Mais il comprend aussi que certains renoncements font mal parce qu'ils révèlent qu'à certains moments, tu as été plus petit que ton potentiel, plus peureux que ton but, plus silencieux que ta vérité intérieure. Reconnaître cela ne t'affaiblit pas, cela te mûrit. Le deuil de la vie non vécue pèse parce qu'il révèle la distance entre qui tu es et qui tu sais que tu aurais pu être. Et cette distance ne se comble pas avec de la motivation bon marché ni avec des phrases vides. Elle se comble avec de l'honnêteté. Elle se comble en acceptant que tu as perdu du temps, que tu as été tiède quand tu avais besoin de feu, que tu as cédé quand tu devais avancer, que tu as laissé ta volonté s'endormir. Cette honnêteté fait mal, mais c'est le genre de douleur qui nettoie, le genre de douleur qui te réveille. Le plus dangereux dans le fait de te refuser ce deuil est que cela te condamne à répéter le même schéma. Ce que tu ne reconnais pas, tu le répètes. Ce que tu n'acceptes pas te contrôle. Ce que tu évites grandit. C'est pourquoi tant de personnes sont coincées dans le sentiment de vide permanent. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de la malchance. C'est de la vie non vécue accumulée. C'est la conscience qui te demande de regarder ce que tu as ignoré. C'est ton intérieur qui te rappelle que tu n'as pas été créé pour le confort du regret silencieux. Honorer ta vie non vécue signifie regarder tes rêves abandonnés sans honte, tes décisions lâches sans excuse, tes parties oubliées sans rejet. Cela signifie faire la paix avec les versions de toi qui n'ont pas eu l'occasion d'exister. Non pour les ressusciter, mais pour les libérer, pour qu'elles cessent de t'ancrer dans le passé, pour que tu puisses construire sur un terrain propre, pas dans le déni. Cet acte d'honneur t'oblige aussi à une chose, choisir. Choisir quelle partie de ta vie tu veux vivre maintenant. Choisir quel rêve reporté mérite de reprendre sa marche. Choisir quel but mérite d'être repris. Choisir quelle partie de toi tu n'accepteras plus jamais d'abandonner. Cette décision est le début de ta nouvelle liberté. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux éviter de le répéter. Et tu ne peux pas vivre toutes tes vies possibles, mais tu peux en choisir une, la tienne, consciente, alignée et authentique. Honorer ta vie non vécue, c'est arrêter de traiter tes rêves comme des fantasmes et commencer à les traiter comme des responsabilités. 6. Sois la conscience, pas le narrateur. L'esprit humain fonctionne comme un théâtre qui ne ferme jamais. Sur scène se trouvent les pensées, les voix intérieures, les peurs, les souvenirs, les opinions des autres que tu as absorbées sans le vouloir. Tout agit en même temps. Mais le curieux est ceci, tu n'es aucun des acteurs, tu es le spectateur assis au dernier rang, regardant comment la pièce se déroule.
Le problème survient lorsque tu oublies cela et commences à croire que tu es le protagoniste de chaque pensée, même si tu ne l'as pas choisi. Tu t'identifies à n'importe quelle phrase qui apparaît dans ta tête comme si c'était une vérité absolue. Et ainsi, sans t'en rendre compte, le narrateur mental finit par prendre le contrôle de ta vie. L'identité confondue avec la pensée est l'un des pièges les plus forts qui existent. Ton esprit te parle à la première personne, utilise ton ton, ta mémoire, tes peurs et tes désirs pour se sentir légitime. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une fonction automatique créée par des expériences, des traumatismes, des habitudes, la culture, l'éducation et la répétition. C'est un algorithme émotionnel. Et tant que tu le confonds avec toi-même, tu vivras piégé dans un cycle de réactions que tu n'as pas choisi. La conscience stoïcienne te demande quelque chose de radical, te séparer du narrateur interne, ne pas l'éliminer, ne pas lutter contre lui, te séparer. Un stoïcien sait que la pensée est un événement, pas une identité. Le narrateur dit « je ne peux pas », mais la conscience observe cette phrase et décide si elle l'accepte ou non. Le narrateur dit « je suis insuffisant », mais la conscience l'écoute comme si c'était un bruit externe. Le narrateur exagère, dramatise, anticipe des tragédies, mais la conscience reste stable. Cette séparation est ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, la capacité de te gouverner toi-même, de ne pas réagir impulsivement, d'observer avant d'agir. Quand tu deviens le narrateur, tu perds ta liberté. Chaque pensée t'entraîne, chaque impulsion te contrôle, chaque émotion te dicte une direction différente. C'est comme être un navire sans capitaine, déplacé par n'importe quel courant. La conscience, en revanche, est le gouvernail. C'est la distance suffisante pour ne pas te confondre avec le chaos qui apparaît dans ton esprit. Cette distance est le pouvoir. Cette distance est la clarté. Cette distance est la force. Beaucoup pensent que l'esprit est l'ennemi parce qu'il les punit avec des pensées négatives. Ce n'est pas le cas. L'esprit répète ce qu'il a appris. Il répète des modèles. Il répète des histoires. Il répète des interprétations. L'esprit n'est pas mauvais, il est juste bruyant. Et si tu ne l'observes pas, il te domine. Mais si tu l'observes, il s'ordonne. La conscience ne lutte pas contre l'esprit. Elle le dirige, elle le redirige, elle le rééduque. Et cela se réalise lorsque tu te rends compte qu'une pensée n'est pas un commandement, c'est juste un stimulus. Tu choisis quoi faire avec. Pour vivre une vie consciente, tu as besoin de pratiquer la séparation tous les jours. Quand la voix intérieure te dit « tu ne peux pas », respire et observe-la comme un nuage qui passe. Quand elle te dit « tu échoueras », identifie d'où elle vient, quel modèle l'a créée. Quand elle te dit « les gens te jugent », demande-toi si cela vient de ton présent ou de l'insécurité d'une ancienne version de toi. Entre la pensée et ta réaction, il y a toujours un espace. Cet espace est où ta liberté renaît. Le narrateur mental continuera à parler. Il continuera à dire des choses que tu n'aimes pas. Il continuera à générer du bruit. Mais tu ne le prendras plus pour une vérité. Tu l'écouteras comme tu écoutes la télévision en arrière-plan, présente mais sans importance. Ce qui est important, ce n'est pas de le faire taire, mais d'arrêter de lui obéir. Quand tu apprends à être la conscience et non le narrateur, ta vie change à tous les niveaux. 7. Choisis qui tu seras dans les premières secondes. La première seconde après avoir ouvert les yeux est comme un interrupteur au milieu de l'obscurité. Si tu l'allumes, la pièce s'illumine de ta décision. Si tu ne le fais pas, l'esprit automatique l'activera pour toi et te laissera piéger dans une lumière que tu n'as pas choisie. Les premières secondes de la journée ne sont pas un détail, elles sont un champ de bataille invisible. C'est à ce moment-là que se définit si tu vas vivre depuis ta conscience ou depuis le pilote automatique qui te gouverne depuis des années. Ce que la majorité ne comprend pas, c'est que l'esprit se réveille avant toi. Dès que tu ouvres les yeux, ton cerveau commence à lancer des pensées accumulées, tâches en attente, culpabilité, anxiété, comparaison, souvenirs inconfortables, doutes, auto-exigence.
Tout arrive comme une vague qui essaie de t'emporter avant que tu aies le temps de réagir. C'est le moment le plus dangereux de ta journée, parce que c'est l'instant où ton identité est décidée sans ta participation. L'ancienne version de toi, celle que tu essaies de laisser derrière toi, est la première à se réveiller. Les stoïciens ont compris le pouvoir brutal de ces premiers instants. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qui il devait être avant que le monde ne lui dise qui il semblait être. Ce principe est simple, mais féroce. Tu choisis ton identité chaque matin. Et si tu ne la choisis pas activement, l'esprit la choisit pour toi. Cette décision précoce marque tout ce qui suit. Ce n'est pas de la spiritualité vide, c'est de la neuroplasticité. Le cerveau prend la première pensée comme le ton émotionnel de la journée. C'est pourquoi quand tu commences avec de l'anxiété, tout te pèse. C'est pourquoi quand tu commences avec de la clarté, tout coule différemment. Ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui t'arrive, mais depuis quel état tu te réveilles pour y faire face. Si tu permets que les premières secondes te kidnappent, tu as déjà perdu la bataille avant de commencer. Non pas parce que la journée est impossible, mais parce que tu l'as commencée avec la mauvaise identité. Une journée forte ne se construit pas à midi. Elle se construit au premier battement de paupières. Ce que tu décides à ce moment-là te transforme en quelqu'un de réactif ou en quelqu'un de conscient. Ta première pensée peut être une arme ou une prison. Elle peut être « je ne peux pas »,« quelle fatigue », encore la même chose. Ou elle peut être « je suis là »,« je décide »,« aujourd'hui je me gouverne ». Ce n'est pas une question de position.